Bonjour et bienvenue à cette web rencontre consacrée aux clauses environnementales dans les marchés publics. Nous sommes Sandrine Lerat et Emmanuel Sourd, respectivement chefs de projet et chargés de projet au sein de l'association Fabrique Emploi et Territoire qui avons préparé cette rencontre. En deux mots, la Fabrique Emploi et Territoire, c'est une association de collectivités nivernaises, donc cette communauté de communes et le conseil départemental, dont une des principales missions est d'accompagner le développement économique de ces territoires sur le volet des ressources humaines et des compétences. Nous portons également, je pense que certains d'entre vous le connaissent, le guichet unique des clauses sociales dans les marchés publics. Et enfin, la Fabrique fait partie du réseau national des maisons de l'emploi. Avec le soutien financier de l'État, nous avons mené cette année une démarche de gestion territoriale des emplois et des compétences dans le cadre du contrat de transition écologique qui est piloté par le CIEN. Nous devrions d'ailleurs poursuivre ces travaux en 2021. C'est dans ce cadre que nous avons décidé d'organiser cette web rencontre sur les clauses environnementales dans les marchés publics. Ces clauses étant, à notre avis, un des leviers possibles importants pour réussir la transition écologique. Nous avons sollicité Patrick Bernard de l'agence Cinétique pour animer cette rencontre. Mais avant de lui laisser la parole, je vous donne quelques consignes pour cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous invite dans un premier temps, si ce n'est pas fait, à couper votre micro pendant la présentation pour éviter les interférences. Lors de la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions par le chat ou de lever la main si vous voulez intervenir. Mais nous aurons néanmoins des temps d'échange qui sont prévus en cours de présentation et à la fin, voilà, où vous pourrez faire vos remarques directement. Une dernière chose, cette rencontre, elle est enregistrée, donc vous aurez la possibilité de la revoir à l'issue avec le lien qu'on vous enverra. Patrick, je te laisse te présenter et puis démarrer la rencontre si tu veux bien. Bien sûr, donc Patrick Bernard, je travaille pour l'association Cinétique. Alors moi, je suis sur Toulouse, en Occitanie. Nous sommes experts sur le volet achat responsable dans la commande publique. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ces sujets-là. Je suis juriste marché public voilà, de formation. J'ai longtemps travaillé aussi sur le sujet des clauses sociales. Et on accompagne les acheteurs publics au titre de l'ADEME, donc au titre d'une mission de service public de notre association, qui a pour but de conduire des projets impactants pour le territoire occitan. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site de Cinétique, cinétique.fr. Vous voyez le petit logo avec l'écriture, la bonne orthographe. N'hésitez pas. Voilà, notre périmètre d'action, c'est plutôt l'Occitanie. Aujourd'hui, on est mobilisé parce qu'on est assez moteur sur notre territoire sur ces volets-là. Et donc, voilà, on a, par sympathie avec la Fabrique, on a accepté ce challenge pour échanger ensemble et vous présenter quelques éléments sur la commande publique durable. On va balayer ensemble sur, Manuel a précisé un peu, vous avez un onglet converser, vous pouvez aussi lever la main si vous avez des questions. N'hésitez pas, mon objectif, on n'a qu'une heure, mais que ce soit quand même assez interactif et que vous n'hésitez pas à poser des questions. Allumez votre webcam si vous posez des questions et à venir échanger. L'idée, c'est bien ça, avec le but voilà, que ce ne soit pas uniquement descendant. Il y aura quand même une rapide présentation de c'est quoi les achats publics responsables. Achat public responsable, durable, qu'est-ce qu'on entend par là? Un peu d'occitan, Quesaco, qu'est-ce que c'est? Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ce cadre-là, en 10 petites minutes, on échangera un peu sur les différentes questions que vous avez les uns les autres, comment vous mobilisez déjà cette politique d'achat public responsable, comment elle s'articule avec peut-être d'autres politiques publiques de vos collectivités ou de vos structures respectives. Et puis après, je vous propose, alors si le temps nous est, on verra selon les échanges, mais on fera 1 à 2 focus à minima. On avait fixé avec Manuel un focus sur le secteur du BTP, l'achat public responsable dans le BTP, et peut-être, si le temps nous en est compté, d'échanger aussi, en tout cas, ou une synthèse sur l'achat public responsable en restauration collective, parce qu'il y a de l'actualité réglementaire, ceux qui connaissent la loi Egalim, etc. Donc, on fera un petit zoom sur les denrées alimentaires. Ce sont 2 gros segment d'achat, mais on aurait pu imaginer travailler sur le nettoyage, sur, je sais pas moi, sur les couches pour le matériel de puriculture pour les crèches. Enfin, il y a autant de sujets que de segments d'achat. Les clauses environnementales, elles ne sont pas uniques. Donc, l'idée, c'est de faire 2 zooms dans ce point imparti, et puis ensuite, une petite synthèse de ce qui a été dit, les principaux leviers achats. Pour chaque focus, j'essaierai de vous donner aussi que vous aurez le support. Donc, j'ai donné des ressources complémentaires, parce qu'une heure, c'est très court, des ressources complémentaires pour aller voir ce qu'on peut chercher sur le BTP, ce qu'on peut chercher en restauration collective.
Voilà un peu le programme. Alors, bien sûr, il y a un peu de frustration parce qu'on ne va pas tout voir. L'idée, c'est d'avoir un premier niveau d'information, de sensibilisation et que vous puissiez après poser des questions sur les sujets qui vous intéressent. Donc, pas uniquement ce secteur-là. Si vous avez d'autres questions, si je suis en capacité de vous répondre surtout, n'hésiterez pas à le faire. Voilà. Voilà en quelques mots ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, les achats publics responsables, quelques notions, quelques contextes, les enjeux nationaux, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est défini comme un peu le développement durable. L'achat public durable, ça prend en compte à la fois l'environnement, le social et l'économique. Donc, c'est bien les 3 piliers du développement durable qui sont visés. C'est la définition qui vient de donner par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique du terme. On ne trouve pas le terme dans le Code de la commande publique, dans le moindre décret. À aucun niveau législatif ou réglementaire, on ne trouve cette expression. C'est une formulation qui est mise en avant par le ministère de la Transition écologique, qui est repris tout de même dans certains guides, documents par la DAJ, la Direction des affaires juridiques à Bercy, mais on ne trouve pas de définition juridique de cette appellation. L'idée, c'est de penser son achat en prenant en compte le développement durable. Ce qu'on trouve dans le Code de la commande publique, c'est l'obligation de se poser des questions en termes de développement durable. Donc, ça veut dire que le Code de la commande publique prévoit qu'il faille systématiquement s'interroger sur qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que collectivité, en tant qu'acheteur, en tant qu'établissement, pour prendre en compte l'ensemble de ces 3 piliers, environnementaux, sociaux et économiques. Donc, l'achat public durable, ce n'est pas que les clauses environnementales. Je ne vais pas zoomer aujourd'hui sur les clauses sociales. On va plutôt zoomer sur le volet environnemental. Et sur le volet économique, vous dire qu'il y a plusieurs axes d'action. Il y a la sobriété économique, comment dépenser moins, tout simplement. Il y a la relation fournisseur, comment rendre nos fournisseurs, ne pas rendre nos situations de dépendance par rapport à des acheteurs publics. Et aujourd'hui, on va traiter tout particulièrement du volet environnemental et de la transition écologique, sachant que toutes les actions, et on le verra sur l'exemple du BTP ou de l'alimentaire, l'ensemble des actions sont liées. Quand on fait une action environnementale, elle peut avoir des conséquences sociales et économiques, etc. Donc, tout est interconnecté. Vous dire également que l'achat public durable, c'est rendre donc des économies intelligentes et également intégrer l'ensemble de la vie du produit ou de la prestation. On en reparlera. C'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Donc, ça veut dire comprendre l'analyse du cycle de vie de sa prestation, mais je vais y arriver. L'analyse du cycle de vie, c'est, je vous prends un exemple, vous achetez du jus d'orange pour des cantines. Ce jus d'orange, c'est OK, quelles oranges, mais aussi d'où viennent-elles, donc quel transport, est-ce qu'elles ont été leur mode de production, écologique, biologique, raisonné, quel transport, quel conditionnement. Donc on va avoir à chaque étape une analyse du produit ou de la prestation en termes des matières premières, quelles sont-elles, quelle production, quel type de production, quelle distribution, donc ça intègre le transport et le conditionnement, quel usage, et à la fin, je fais quoi de ma bouteille de jus d'orange une fois qu'elle est finie, si elle est en plastique, en carton, quelle utilisation. Donc, pour faire une analyse d'achat durable, il va falloir procéder, ou en tout cas récupérer d'analyse de cycle de vie des prestations. Alors, l'acheteur, il ne peut pas chaque fois... Ça résonne un tout petit peu. L'acheteur ne peut pas systématiquement conduire une analyse de cycle de vie. Mais vous trouverez sur le site de l'ADEME des analyses de cycle de vie, sur du matériel d'impression, sur des matériaux, sur des appareillages en espace vert, voilà, etc. Donc, ce sera intéressant pour l'acheteur de prévoir une analyse de cycle de vie. Je reprends mon exemple, le jus d'orange, mais ça va être par exemple, vous avez un contrat de concession pour des distributeurs automatiques dans une collectivité qui vendent des sucreries, etc., des Mars et des Snickers. Mais on va réfléchir à comment est alimenté, comment électrifier cet appareil, d'où viennent les produits, quelles sont la nature et la qualité nutritionnelle et diététique des produits. Est-ce qu'il peut y avoir un détecteur pour que si j'arrive avec mon mug, le café coule tout seul et donc éviter un gobelet plastique supplémentaire sur le volet liquide. Ça va être mettre des produits donc, de qualité. Ça va être aussi la fin de vie, évidemment, de tout ce qui a été vendu dans cette machine. Donc, c'est bien cette logique-là et elle s'applique à toutes les prestations. C'est-à-dire même si c'est les prestations qui vous apparaissent des prestations intellectuelles ou différentes, prestations de nettoyage, d'informatique, etc. Cette analyse du cycle de vie, c'est une méthodologie en fait, qui peut s'appliquer à toutes les prestations.
Alors, elle n'offre pas, comme je le mets en rouge en bas à droite, vous n'aurez pas un mode prêt à l'emploi. C'est juste vous poser des questions sur les étapes importantes. Pour chaque type de prestation ou de produit, vous allez avoir des étapes qui sont plus ou moins impactantes en termes environnementaux ou sociaux. Donc, pour certaines prestations, ce sera au niveau de l'extraction des matières premières. D'autres, ça va être au niveau de la distribution. D'autres, ça va être au niveau de la fin de vie. Donc, il y a des zooms particuliers à faire selon les étapes et selon l'importance. Donc, sachez que ces analyses existent, mais qu'il y en a déjà de prêtes, toutes prêtes à utiliser. Et en tout cas, ce sera une méthodologie pour interroger tous les impacts de votre achat. Impacts qui peuvent être négatifs, mais aussi positifs. Si je crée un chantier d'insertion grâce à ma prestation d'espace vert, ben, j'aurai des impacts sociaux positifs. Ce ne sont pas que des impacts négatifs. Donc, pour chaque thématique, à chaque étape, on pourra avoir un tableau des impacts. Cette méthode, par analyse cycle de vie, elle vient croiser une autre approche qui est son corollaire, qui est ce qu'on appelle, vous entendez beaucoup parler en ce moment, le concept d'économie circulaire. L'économie circulaire, elle s'oppose à la vision classique, c'est-à-dire linéaire, par définition. L'économie linéaire, c'est quoi? C'est je produis, j'achète, je jette, j'utilise et je jette. L'économie circulaire, ça va être de réimpacter dans la boucle les ressources. Donc, ça va être vrai à la fois pour les produits, évidemment, sur la gestion des déchets, mais ça va être vrai aussi sur les acteurs économiques. Aujourd'hui, ça va être de créer des boucles économiques et des boucles d'économie circulaire et des systèmes d'échange locaux qui vont permettre de favoriser des boucles locales et un développement du territoire. Tout en respectant le code de la commande publique, qui ne nous permet pas tout non plus. Donc, il y aura des outils qui permettront de mobiliser cette économie circulaire. Un schéma de l'ADEME, ça également, qui est proposé, avec, vous voyez des termes assez classiques, l'éco-conception, l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire utiliser plutôt que posséder. On a beaucoup de collectivités, par exemple, qui aujourd'hui n'achètent plus de véhicules, de flotte de véhicules pour leurs agents, mais qui passent à de la location de véhicules, par exemple. C'est un exemple de l'économie de la fonctionnalité. Donc, allonger la durée d'usage également. Vous avez des anciens véhicules, ça va être de réparer ces anciens véhicules plutôt que foncer tête baissée sur des véhicules électriques en se disant c'est super, on a fait des économies développement durable magnifiques en achetant des véhicules électriques. C'est pas sûr. Si on analyse le cycle de vie, donc peut-être mieux ne pas reconstruire de nouvelles voitures. Donc, l'économie circulaire, ça va être ces boucles-là qui peuvent être pensées à la fois au niveau des produits et des déchets, mais aussi au niveau des acteurs économiques et au niveau de la philosophie globale de l'achat. C'est le corollaire de ce qu'on a vu précédemment. Face à ça, face à ces méthodes, aujourd'hui, on en est où? On en est où? C'est bien beau tout ça, là, c'est conceptuel. On en est où? Il y a un plan national qui a été édité par l'État de 2015 à 2020 qui voulait atteindre 30% de dispositions environnementales dans les marchés publics et 25% de dispositions sociales, c'est un peu plus large que les clauses sociales, mais c'est à peu près, et 100% des marchés qui soient analysés, comme le demande la réglementation du code. Ça, c'est l'objectif qu'il y a sur les marchés publics. Et sur les organisations, on demandait à ce que 60% des organisations aient signé une charte d'achat public durable sur les territoires. Ça, c'est l'objectif cible en 2020. Alors, on n'a pas encore la consolidation 2020. On a une consolidation à 2018. Cette année, ça a été un peu plus compliqué pour l'État de consolider ces données. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est encore bien loin du compte. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup aujourd'hui d'expérience ou de témoignages ici sur votre territoire, parce que tout ça est encore assez nouveau. Aujourd'hui, on a un développement fort, vous le voyez en colonne verte, des clauses environnementales. On est passé de 5% à 10%, mais l'objectif du PNAPD est bien de 30%. Donc, on est encore très loin sur les clauses environnementales et on a un quasi-triplement des clauses sociales en 5 ans, mais on est encore très loin. Si on prend le résultat, je vous ai mis le lien, l'étude qui a été faite par le Conseil économique, social et environnemental, l'étude qui a été faite en 2018 sur on en est où. Donc les objectifs sont loin d'être atteints, mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2020, là, on ressent une nette progression de ces dispositions-là. Et le contexte sanitaire nous invite à réfléchir aussi nos boucles locales, des clauses environnementales également. Donc ça va en se développant tout de même. Face à ça, on a des méthodes, on a des chiffres, on est loin du compte, mais qu'est-ce qu'on dispose comme outil pour y arriver? On dispose de 4 types d'outils. On va y revenir après dans les exemples.
On a des outils sur la définition du besoin. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir son besoin, repenser son achat. Je vais vous raconter une anecdote, toujours sur mes produits qui sont dans les distributeurs automatiques. Un jour, il y a une clinique qui vient me voir, elle dit « Patrick, on a des distributeurs automatiques, ça consomme beaucoup d'électricité, beaucoup d'eau, dedans on n'a pas des bons produits, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des machines qui sont moins consommatrices d'énergie, des meilleurs produits à l'intérieur ?» J'ai dit « Mais attendez, c'est quoi votre besoin ?» Mon besoin, c'est la maintenance de ces machines. Je dis « Ah, bon, c'est bien. Et c'est quoi votre besoin au fond ?» Je ne sais pas, c'est nourrir les gens qui circulent dans les couloirs de et notamment, c'est des machines beaucoup pour les salariés, il me dit. Bon, donc je dis le besoin réel, c'est nourrir les salariés, c'est pas de faire la maintenance des machines. Il me dit oui. Donc on a repensé. Suite à ça, on a travaillé ça. Plusieurs structures se sont posées les mêmes questions sur ces distributeurs. Et ce qui a été monté, la réponse qui a été donnée par le territoire, c'est une association qui s'est créée qui s'appelle Accroquer et la distribution de fruits par des arboriculteurs locaux dans des paniers en entreprise, avec aujourd'hui plus de 5 tonnes par semaine qui sont livrées dans ces différentes entreprises de fruits locaux et qui aident les arboriculteurs locaux à distribuer. On est une région très arboricole et qui aide les arboriculteurs à distribuer leurs pommes, leurs poires, etc. Et aujourd'hui, au départ d'un achat qui était de dire je veux faire la maintenance de mes distributeurs, on est arrivé sur une distribution de corbeilles de fruits locaux en entreprise. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut repenser le besoin et réimaginer. Chaque fois, il faut inventer, il faut imaginer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le besoin initial? Donc ça, on aura tout un tas d'outils autour de la définition du besoin, et notamment au niveau des méthodologies que je donnais au début. Dans le cahier des charges, on peut prévoir des choses. Je veux que les salariés de transport soient formés à l'éco-conduite. Je veux que la tondeuse, elle ne dépasse pas tant de décibels. Je souhaite, voilà, on a tout un tas de critères qu'on va pouvoir intégrer dans les marchés publics, dans les cahiers des charges, pour avoir des projets intéressants qui répondent à nos attentes. Sur les offres, également, je vais pouvoir mettre des critères de jugement, je vais pouvoir noter les entreprises sur ce qu'elles proposent en termes environnementaux, une fois que j'ai bien défini ce que je souhaitais attendre. Et sur le suivi du contrat, tout ça, c'est bien beau, mais si on ne le suit pas, on peut écrire ce qu'on veut, c'est magnifique, mais ce n'est pas suivi des faits. Il s'agira d'avoir vraiment quelqu'un qui soit en capacité de suivre le contrat, le marché public, et de vérifier que ce qui est prévu s'applique réellement. Donc, à travers ces 4 outils-là, ces 4 étapes-là des marchés publics, on va pouvoir introduire, et je vais zoomer tout à l'heure, sur le BTP et l'alimentaire pour vous raconter un peu ce qu'on peut faire sur 2 familles achats. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire en grande présentation rapide sur c'est quoi l'achat public durable, c'est quoi les outils, c'est quoi les méthodes, c'est quoi les résultats aujourd'hui, c'est quoi la philosophie. Je suis preneur de vos remarques, de vos questions. Je ne sais pas si Manuel, tu as repéré déjà des interrogations, des questions, de nous dire où vous en êtes, à quoi ça vous fait penser. Écoute, Patrick, pour le moment, il n'y a pas de questions, pas de remarques, à moins que quelqu'un veuille se manifester, sinon on continuera. Pas de remarques particulières? A priori, minutes, non. Hein. Bon, ok. Ce que je vous propose, pour donner un peu corps à ce sujet… Ah, attends, Patrick, il y a une question. Pouvez-vous donner un exemple d'un achat? Eh bien, on y va. On va vous donner un exemple. On va vous donner un exemple en bâtiment et travaux publics. Je pense que c'est la bonne réponse. Il y avait l'exemple que j'ai donné des distributeurs qui deviennent des corbeilles de fruits, hein, repenser l'achat. C'était un premier exemple. Et là, je vais vous donner un exemple dans le secteur du BTP. Aujourd'hui, dans le secteur du BTP, en tant qu'acheteur, vous avez des responsabilités, en tant que structure, hein, collectivité ou établissement, vous avez des responsabilités importantes. Pourquoi? D'une part, les déchets du BTP représentent près de 60% de tous les déchets. Donc c'est énorme. En France, 60% des déchets sont issus des chantiers de bâtiments et travaux publics. Au niveau régional, j'ai mené un peu ma petite enquête. Le seul gisement des déchets inertes, béton, briques, enrobés, hein, ce qu'on appelle les déchets inertes, représente 4 millions de tonnes. Et aujourd'hui, il n'y en a que 400 000 qui sont issus du réemploi, 10%. Tu parles de ta région, pas de la nôtre. De la vôtre, Manuel. Ah, de la nôtre, merci. Ah, merci. Oui. Vous pouvez aller voir Bourgogne-Franche-Comté, le plan régional de prévention et gestion des déchets, donc le rapport qui a été édité en novembre 2019 sur votre région. Donc 4,5 millions de tonnes, ne serait-ce que pour les déchets inertes. Donc c'est énorme, l'impact environnemental est énorme.
L'impact économique, alors j'ai eu plus de mal à le trouver, mais d'après les sources que j'ai trouvées, pour Bourgogne-Franche-Comté, on est à plus d'1 milliard d'euros par an de marché public de travaux. Bon, les chiffres bougent d'un baromètre à l'autre. Et ça, c'est assez fiable. 50 000 emplois concernés par le secteur du BTP. Donc, c'est quand même à la fois au niveau environnemental, on est bien d'accord, c'est un impact majeur. Au niveau économique, c'est un impact très fort. Et le dernier point sur l'impact social, hein, et des bâtiments passifs ou énergie positive. Aujourd'hui, moi, je vais zoomer sur la gestion des déchets, notamment de chantier. Aujourd'hui, vous avez une responsabilité en tant que maître d'ouvrage pour assurer et faire respecter une bonne gestion des déchets. Vous avez là la réglementation qui s'impose, des cahiers de clauses administratives générales, en passant par le code de l'environnement. Vous avez une responsabilité forte sur la gestion des déchets de chantier, qui vient s'additionner à une obligation forte sur leur traçabilité. Vous devez conserver pendant 3 à 5 ans tous les bordereaux de déchets de ces chantiers-là. Vous avez également, et ça c'est nouveau, je vous en parle, des obligations de résultat. Vous le voyez là. Les déchets du BTP doivent être valorisés à hauteur de 70% recyclés ou réemployés. À partir du 1er janvier 2020, donc la loi est applicable. C'est la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, on appelle la LTECV, vous entendrez des fois, qui décline au mois d'août 2015, qui a décidé qu'au 1er janvier 2020, l'ensemble des chantiers BTP devait atteindre ce taux de valorisation de 70%. Aujourd'hui, il y a très peu de maîtres d'ouvrage qui sont en capacité de le démontrer. Peut-être pas de les atteindre, je ne sais pas, mais en tout cas de prouver qu'ils ont bien atteint 70% de valorisation de leurs déchets. D'autres objectifs aussi, 60% sur le secteur routier, précisément, et une priorité qui doit être faite au réemploi et au recyclage dans les marchés routiers avec des articles un peu différents. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un nouveau cadre réglementaire, une réglementation spécifique aux démolitions. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais sur les bâtiments supérieurs à 1000 m², il faut faire un diagnostic déchets. Donc vous avez des enjeux forts au niveau juridique et des enjeux forts au niveau achat parce que c'est l'occasion d'être exemplaire sur vos propres bâtiments, sur la gestion des déchets. Or, aujourd'hui, pourquoi je parle de ce sujet-là? C'est que c'est un sujet qui économiquement est important. Si vous réemployez, vous recyclez correctement des ressources, ça évite de les commander en Chine ou je ne sais où, qu'elles traversent mer et océan, et de créer de l'emploi local, de développer de l'emploi local pour trier, pour recycler, pour réemployer ces ressources. Pour illustrer cela, donc le code de la commande publique et le code de l'environnement que j'ai cité, je vous ai remis la réglementation des 70% dont je viens de parler. Et pour citer cela, je vais prendre une petite commune par chez nous, toute petite commune, 1200 habitants, pour vous dire, c'est à la portée de tous. Moi, je suis à Toulouse Métropole, alors on pourrait m'opposer la taille. Alors je vous ai dit, je vais prendre une petite commune, 1200 habitants, qui décide de réhabiliter un foyer socio-éducatif pour le transformer en salle des fêtes, plutôt que de construire une nouvelle salle des fêtes. Déjà, il y a une démarche économie circulaire, c'est de conserver l'enveloppe du précédent foyer socio-éducatif pour le transformer. Donc l'idée, c'est bien de remettre en valeur du patrimoine et du bâti existant et de protéger et de valoriser les déchets de chantier. Ce qui s'est passé, vous avez les photos au départ, hein, c'est un bâtiment un peu vieillissant, 2014, et vous voyez un petit peu en construction actuelle. L'objectif, ça a été de partir sur une réponse qui prend en compte le caractère patrimonial, qui respecte les déchets et une forte performance énergétique. Donc il y a eu une AMO qui a été désignée, hein, sur le QEB. Il y a eu un économiste qui a été fait, et l'idée, ça a été de dire, il va y avoir un surcoût environnemental, mais on va se faire appuyer par la région, par l'État, il y a des dispositifs existants, on va se faire aider et on va essayer de traiter l'ensemble des ressources du chantier de manière intéressante. Et c'est là que j'en bascule sur les marchés publics. Donc l'intervenante, le cabinet qui a rédigé, c'est le cabinet Amo, Géricault, Imbo. Voilà. Pas de promotion, ils sont sur Montpellier, ils ne vous concernent pas directement, mais j'ai remis la droit d'auteur. Ils ont rédigé et suivi les marchés. Et vous avez là un extrait du règlement de consultation. On exige en matière environnementale des entreprises, on demande une signature d'une charge chantier, on estime les déchets en amont, on introduit un critère environnement dans le marché, donc une clause environnementale comme sous-critère technique, et on exécute un réel suivi de ce qui se déroule dans le chantier, avec un travail autour des bennes de chantier, etc.
tout ça, ça a mené, que je n'ai pas mis la slide pour ne pas surabonder, à plus de 90% de réemploi et de valorisation des déchets sur les 70 visés. Parce qu'il y a eu une prise en compte dans la rédaction du marché de travaux, la prise en compte de toute cette thématique environnementale et de gestion des déchets. Avec derrière des structures d'insertion, de l'économie sociale et solidaire, d'entreprise classique, qui ont eu bien sûr davantage de travail à tout bien déposer, à retraiter les matériaux, à les réinstaller. Patrick, on a une question, une demande de précision. Que comprend le terme valorisation des déchets? Alors, le terme valorisation des déchets, il comprend le réemploi, c'est-à-dire, avant que ça devienne un déchet, de réutiliser. Je vous prends un exemple. J'ai des sanitaires, un évier, je le réutilise en évier, ça, c'est du réemploi. C'est-à-dire exactement la même utilisation. Alors ça comprend ça. Ça comprend la réutilisation. La réutilisation, c'est quand je vais détourner de son usage le matériau. Un exemple, j'ai une charpente métallique, je démonte proprement mes barres métalliques, j'en fais des bancs, c'est ce qu'on appelle de la réutilisation. Je vais détourner de son usage. Ensuite, il existe de la valorisation matière. Ça comprend, hein, la valorisation. C'est réemploi plus détournement d'usage, plus recyclage matière. Exemple, je démonte des plaques de bois, je récupère ce bois, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, j'en fais des granulés de bois, j'en fais des granulés des granulés, ou j'en fais autre chose, j'en fais des plaques de contreplaqué, je vais détruire la matière, l'émietter, la rendre en petit si vous voulez, et réutiliser la matière. Donc ce sera une valorisation matière. Donc la valorisation globale, ça comprend à la fois la réutilisation, le réemploi et la valorisation matière. Et ça exclut la valorisation énergie. C'est-à-dire, je prends mes planches de bois, je les mets dans une cimenterie, je les fais brûler et j'alimente un four pour faire du ciment. C'est-à-dire brûler, en fait, la matière. Donc, ça exclut la valorisation énergie et c'est hors valorisation énergie, les 70%. Est-ce que ça répond à la question? Oui, donc ça revient bien à du recyclage. Recyclage, mais parfois, dans le recyclage, on entend aussi recyclage quand c'est du recyclage énergie, c'est-à-dire parce qu'il y a... à la fin, il reste le recyclage énergétique, c'est-à-dire de valoriser l'énergie de la matière. Et enfin, l'incinération ou l'enfouissement, où là, on ne récupère rien du tout. On enfouit, on fait un trou, on enfouit, ou on incinère. Quand on incinère, on ne récupère pas forcément l'énergie de la matière. Donc, c'est hors incinération, hors enfouissement, hors valorisation énergie. C'est le reste. Valorisation matière, réutilisation, réemploi. Okay, merci. Et par contre, en revanche, ça nécessite d'autres techniques que de la démolition, mais plutôt de la dépose, du démontage. Exactement. Ça va demander un curage appliqué de l'intérieur, par exemple, d'un bâtiment dans le cas d'une démolition, et après une déconstruction plus sélective du bâtiment. Alors après, elle peut se faire aussi en démolition sur la structure, il faudra qu'il y ait un bon tri des déchets, etc. Il faut distinguer le volet ressources, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans la benne. Quand ça rentre dans une benne, ça devient un déchet. Et donc, c'est du recyclage. Le réemploi, la réutilisation, c'est encore une ressource, ce n'est pas encore rentré dans la benne. C'est aussi simple que ça. Alors, on a une autre question de Catherine. Existe-t-il une bibliothèque de cahiers des charges selon les types de marchés? Alors, il existe des expériences, mais là, c'est une question très à propos. Il vient de sortir un closier, un exemple de clause environnementale sur tous les segments d'achat, c'est sorti avant-hier, qui s'appelle la clause verte. Vous trouvez sur Internet, sur Google, vous tapez la clause verte. C'est sur la région, ça a été fait sur la région Nord-Pas-de-Calais. Et pour cette région-là, il y a un centre de ressources qui a publié récemment, il y a 2 jours, des exemples de clauses type. On en trouve aussi pour chacun des segments d'achat. Donc en BTP, on trouve également une plateforme qui s'appelle Démoclès. J'avance un peu, là, hop. Vous avez là les ressources. Donc, vous avez des fiches techniques de l'ADEME, vous avez la synthèse thématique de l'ADEME, une base de données Diogène, vous avez les éléments de démarche de BASED, vous avez Démoclès, matériaux. Sur ces sites-là, vous allez trouver des exemples. Et tout récemment, l'analyse cycle de vie aussi par Diogène, vous avez trouvé tout récemment un nouveau document qui s'appelle la clause verte. Vous avez toutes les familles achats avec des clauses environnementales sur toutes les familles.
Bon, après, avec des limites. En fait, on vous donne des outils, mais on ne vous dit pas ça servait à construire quel meuble, dans quel contexte. Mais bon, vous avez néanmoins des outils qu'il faudra utiliser voilà, avec vigilance tout de même. Patrick, on pourra renvoyer ton support avec tous les liens aux participants? Bien sûr. Merci. Donc là, sur l'exemple du BTP, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? On a mis en œuvre la définition du besoin, puisqu'on a pris en compte le développement durable dans la définition des besoins. On a réutilisé un bâtiment existant. Dans le cahier des charges, on a bien mis des spécifications techniques relatives à la nature et au cycle de vie. Et dans les contrats, il y a un vrai suivi de la gestion des déchets et des ressources. Et donc, on a utilisé 3 outils du code avec des références articles que vous avez juridiques ici. Je ne vais pas rentrer en détail des articles, mais définir le besoin, je vous ai mis une petite slide sur c'est quoi définir le besoin, quels acteurs, quels impacts, quel marché, bien penser son besoin, et on peut faire une analyse fonctionnelle de son besoin en amont. Le cahier des charges, il faudra différencier ce qui rentre comme une exigence, c'est-à-dire une condition d'exécution, les avantages et inconvénients de rentrer en dur, en exigence dans un cahier des charges, ou alors on pourra rentrer en critères de jugement. Il faudra peser le pour et le contre. Donc, pour une exigence, le pour, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur l'analyse des offres et que vous êtes sûr d'avoir le niveau d'exigence que vous souhaitez. Si vous voulez qu'il y ait ça, vous le précisez, vous aurez les éléments souhaités. Par contre, si vous n'êtes pas assez exigeant, si sur un marché de transport, vous demandez, comme je disais tout à l'heure, la formation à l'éco-conduite des chauffeurs, bon, ça fait 10 ans que c'est fait. Donc, ça peut-être vous pouvez le marquer comme condition d'exécution. Mais il faut bien s'interroger sur la maturité du marché fournisseur et en quoi vous donnez un levier, en quoi vous faites un appel d'air à des pratiques vertueuses. Si c'est déjà intégré par les acteurs économiques, vous pouvez toujours le marquer, mais ce sera déjà prévu. Merci Sandrine, qui nous a mis le lien, la clause verte, dans le petit onglet conversation. C'est tout frais. Donc, on voit que ça peut rentrer en dur en conditions d'exécution. Et après, en suivi, je vous en ai parlé, c'est avoir un bon suivi. Ce sera très important avec des vérifications, des dialogues, des visites, suivant les prestations, avec votre direction, communiquer auprès des utilisateurs. S'il n'y a pas de bon suivi d'exécution, on peut écrire ce qu'on veut, ça n'aura pas de conséquences. C'est rapide, c'est vraiment très rapide. Mais est-ce qu'il y a des questions sur le BTP? Ce serait intéressant d'avoir vos retours. Est-ce que vous avez déjà mis des choses en place? Est-ce que vous comptez faire des choses? Ou non? Ou est-ce que vous êtes endormi? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que quelqu'un du CIEN veut intervenir. Il y a une étude en cours sur les déchets du BTP. Je lance un appel comme ça. Est-ce que ces sujets-là vous intéressent? Alors, justement, une question de Anne Savignon du Sienne. La question du surcoût mérite d'être discutée. En fonction de choix de matériaux ou d'exigences énergétiques, on aura des surcoûts. Oui, c'est vrai. Alors, il faut se poser 2 questions. On peut avoir des surcoûts sur l'investissement, mais sur le coût global du bâtiment. Un bâtiment, ça dure, si on prend 30 ans pour un bâtiment, je construis une école, ok? On prend une durée de vie de 30 ans. En général, ça dure un peu plus longtemps que ça, une école, mais on va prendre une durée de vie de 30 ans. Les analyses qui sont faites aujourd'hui en analyse de cycle de vie de cette école disent que 2/3 du coût de cette école, c'est son exploitation. 1/3 du coût de l'école, c'est sa construction, et 2/3 son exploitation. Et les pertes économiques que vous aurez eues sur l'investissement, parce que vous aurez des matériaux, et des co-constructions, parce que vous aurez cherché un bâtiment à énergie positive, ces coûts-là, vous allez largement les récupérer en moyenne sur le coût global d'usage. Donc, il y a tout un travail à faire d'argumentation avec l'ensemble des services pour comprendre que les dépenses d'investissement d'aujourd'hui sont les dépenses de fonctionnement en moins de demain. Alors après, évidemment, c'est jamais facile. Je regarde. Oui. Anne, tu peux ouvrir. Oui, tu peux ouvrir ton micro. Donc, ce que dit Anne, c'est comment argumenter auprès des maîtres d'ouvrage.
Mais parce que ça, on est convaincu. Dès qu'on utilise des matériaux biosourcés, on sait que ça génère des surcoûts, on sait les qualités, les performances énergétiques, qualité sanitaire, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas passé chez le commun des mortels, dans les pratiques. Donc, est-ce que vous avez des suggestions ou des exemples qui ont fait que ça a fait levier comme aide à la décision? Oui, nous, on travaillé sur beaucoup de bâtiments, beaucoup en BTP. Hein. Donc, en BTP, ce qui se passe pour arriver à convaincre les élus, nous, on a travaillé sur 2 sujets. Les subventions, département, région, État, avec des subventions qui peuvent être bonifiées sur des bâtiments qui sont plus vertueux, exemplaires. Donc, sur le programme Vénéjean, par exemple, il n'y a eu aucun surcoût parce que les aides de région, département, État ont été négociées à la hausse, liées à l'impact environnemental moindre et à la performance énergétique du bâtiment. Donc déjà, dans l'équilibre économique, pour une collectivité, ça va être intéressant d'avoir des aides supplémentaires. Donc ça, c'est le premier point. Donc bien être au courant de toutes les mesures et dispositifs qui existent sur votre territoire, parce que ça, c'est chaque territoire, chaque région, hein, c'est la région qui pilote ces sujets-là. Donc bien être en lien avec le conseil régional pour bien comprendre quelles sont les aides et les aides de l'État également. Premier point. Et deuxièmement, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est le travail d'un économiste de la construction, qui va venir démontrer, notamment pour la construction neuve, le coût global. C'est faire une analyse de coût global, demander aux équipes de maîtrise d'œuvre et le jury de concours, quand elles vont imaginer, les architectes vont penser le bâtiment, vous pouvez les évaluer sur le coût global, c'est-à-dire quel sera le coût sur 30 ans du bâtiment et avoir des offres qui sont intéressantes sur ce coût global, ce qui permettra d'argumenter aussi auprès des élus en ayant d'un côté des financements supplémentaires à court terme, de l'autre côté des gains réalisés sur le long terme qui peuvent être objectivés. La difficulté, pour reprendre ce qui a été dit, c'est ce que disait Anne, c'est d'objectiver les gains. C'est ça qui est difficile. Si on n'objective pas les gains, on risque d'avoir beaucoup de résistance. Après, je pense que la troisième option, c'est aussi de former, sensibiliser les décideurs, et notamment, c'est notre travail de tous les jours, notamment sur la transition énergétique, pour qu'on change de vision. Tout à fait. Après, c'est vrai que sur les volets déconstruction, démolition, surtout en déconstruction, c'est plus dur encore, qu'on n'a pas de gain économique à bien déconstruire. Après, là, on va plutôt travailler sur les filières économiques locales, dire que ça va venir créer de l'emploi, développer des chantiers d'insertion, donc on fait le lien avec le social. Hein. Ça va être travaillé sur le gain pour le territoire en termes économiques et en termes de développement des emplois du territoire. Donc, ça va être on va dire, un autre angle d'attaque et d'autres argumentaires. On va dire que c'est l'argumentaire économique qu'il va falloir mettre en avant et ce n'est pas toujours facile. Et puis, il faut des porteurs de projets, il faut des gens qui sachent faire en face. Hein. Donc, il faut des porteurs de projets, il faut anticiper, il faut très tôt faire un diagnostic des ressources du chantier pour bien comprendre ce qu'il est possible de faire sur le chantier en déconstruction. À titre d'exemple, Patrick, il y a une association à l'ODEV qui s'appelle la Recyclerie, à qui la communauté de communes, dont j'ai oublié le nom, confie des chantiers de déconstruction. Donc cette association déconstruit, récupère des matériaux et a créé une matériothèque, enfin un magasin de matériaux destinés au réemploi ou à la réutilisation, à destination des particuliers. L'ODEV chez nous ou l'ODEV chez vous? Dans les ronds. Non, dans les ronds. Ouais. Oui, je les connais bien. Hein. Oui, la recyclerie de l'ODEV, je les connais bien. Ouais, c'est notre territoire. Tout à fait. C'est un bon exemple. Nous avons aussi chez nous Emmaüs qui est en train de créer une matériothèque pour venir appuyer les entreprises de déconstruction sur site. Donc, et pour curer. Donc, on a un travail en ce moment de structuration d'une filière localement que je conduis pour structurer la filière. Une bonne remarque de Blandine aussi. Tout à fait, on peut imaginer un travail mis en place par une entreprise à but d'emploi. Vous êtes en territoire zéro chômeur, c'est ça? Oui, il y a aujourd'hui, on a un territoire, enfin, on a une entreprise à but d'emploi sur Prémery. Et il y a d'autres territoires qui ont candidaté par rapport à au futur territoire zéro chômeur. Super.
D'autres démarches, d'autres questions sur ce sujet du BTP? On fait bien le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, de manière générale, sauf que là, on va le cibler sur une opération de BTP, en analysant à la fois son cycle de vie, les impacts, le coût global, qu'est-ce qu'on peut intégrer comme clause dans le marché. Et voilà, donc on voit que ça va un peu au-delà des clauses environnementales au sens strict, ça va être vraiment de penser son achat public comme étant durable, avec toutes les thématiques. La thématique économique aussi. Catherine, tu voulais intervenir? Oui, je crois que s'il n'y a pas pour les entreprises un process ou du moins un accompagnement et toute une filière à proposer, c'est compliqué. Si je fais un parallèle avec la clause d'insertion où la Fabrique des territoires accompagne les entreprises qui ont obligation d'un respect par rapport à cette clause d'insertion, il y a l'accompagnement en face. On peut expliquer qu'effectivement, au bout de 30 ans, et bien avant, l'investissement a une autre rentabilité. On peut expliquer plein de choses. Si derrière, il n'y a pas de réponse et d'accompagnement pour l'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je vous rejoins parfaitement. Nous, par exemple, AMO sur des chantiers BTP. Donc moi, je m'occupe de la déconstruction d'un parc des expositions qui fait 26 000 m², 120 000 m² au sol, 26 000 m² de bâti, donc ce n'est pas une petite opération. Si on n'était pas là pour suivre l'exécution, accompagner les entreprises, les conseiller sur les filières, les mettre en connexion avec Emmaüs et d'autres acteurs de l'ESS, si on n'était pas là pour vérifier, pour récupérer tous les bordereaux de suivi de déchets, si on n'était pas là pour faire l'articulation avec d'autres chantiers du territoire, et d'autres maîtres d'ouvrage, parce que c'est bien beau de récupérer des matériaux, mais si ce n'est pas pour les utiliser, ça n'a pas de sens. Donc, faire des boucles, faire des devis, analyser leur utilisation potentielle, détourner de son usage pour transformer, voilà, comme je vous dis, sur des produits des projets d'espace vert. Donc, il faut vraiment, comme vous disiez… je dis qu'il faut presque prendre le problème à l'envers. Il faut une AMO désignée. Il faut une AMO. Alors, elle peut être intégrée. Il y a des collectivités qui ont des agents qui peuvent le faire, qui peuvent suivre ce volet-là. Ou alors, il faut se payer le luxe d'avoir une AMO quand même spécialisée. La différence, c'est que sur les clauses sociales, on va pouvoir traiter tous les sujets, que ce soit du nettoyage, du gardiennage, de l'informatique, etc. Sur les clauses environnementales, il faut quand même des gens qui touchent un peu leur bille sur la thématique. Parce que à chaque fois, les clauses environnementales, la rédaction ne sera pas la même. Enfin voilà, on ne peut pas comparer un marché de nettoyage et une déconstruction d'un bâtiment. Donc ça ne sollicite pas les mêmes expertises. Mais soit c'est faisable en interne d'avoir des agents, ça arrive, des services techniques qui soient intéressés, qui se forment et qui ont envie de faire. Ou alors il faudra peut-être passer par des associations ou des BE locaux qui savent faire. Et identifier des personnes ressources. En tout cas, il faudra identifier des personnes ressources en interne ou en externe pour y arriver. Mais au-delà des personnes ressources, il faut aussi les filières ou les structures pour répondre. Parce que si elles sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, ce n'est pas terrible. Tout à fait. Après, c'est un appel d'air quand même. Quand on fait ça, ce sont des appels d'air. Après, ça va permettre à des structures de changer d'activité, de se développer des activités. Donc, sur le plan économique, on peut avoir des redéploiements d'activités, notamment de structures en difficulté, qui peuvent peut-être trouver là un créneau intéressant. Donc, c'est vrai, ça va de pair. Donc, si on ne fait rien, ça ne va pas développer d'activité. S'il n'y a pas de structure, donc il faut se lancer, il faut expérimenter, il faut tester, peut-être sur des petits chantiers pour commencer, et puis voir ce qui se passe. Et ça peut aider à structurer des acteurs du territoire à déployer leur activité. Tout à fait. C'est ce qu'évoquait Isabelle Rietor dans sa remarque, c'est que le CIEN souhaite mettre en œuvre des chantiers tests dans ce cadre en 2021. Ah ben voilà, tu vois. On est en phase avec la remarque d'Isabelle. Peut-être elle veut nous dire 2 mots là-dessus, Isabelle, sur les chantiers tests prévus. Isabelle, ouvre ton micro, oui, c'est bon. Vous m'entendez? Merci. Très bien. Oui, alors je suis désolée parce que j'avais un problème de son tout à l'heure. Donc en fait, le CIEN est en train, avec tous les acteurs du territoire, que ce soit les fédérations ou les collectivités qui peuvent gérer des déchets, on a mobilisé également dans ce cadre
tous les fournisseurs de matériaux, les gestionnaires de structures de récupération et de traitement de déchets. Enfin, voilà, je ne vais pas tout vous citer. En fait, on a en parallèle 2 niveaux d'études pour ce qui est conduit actuellement. C'est de voir quelles seraient les nouvelles filières qui pourraient manquer ou les exutoires qui pourraient manquer sur le territoire, ou peut-être des structures pour démanteler ou séparer des matériaux. Ça, c'est une partie qui est travaillée avec certains acteurs du territoire. On est en train de rechercher sur ce sujet-là des chantiers de collectivités en particulier, parce que c'est plus facile pour nous de prendre des chantiers, quelle que soit la taille, hein, pour observer et voir ce qu'on pourrait faire sur ces derniers en vue de mobiliser les acteurs du territoire. Donc, on pense, comme on l'a évoqué, à des structures qui sont des structures de l'ESS, où l'EBE en fait partie. On les a mobilisées, certaines structures, en fin d'année dernière pour savoir si elles souhaitaient, elles, se positionner pour tester des activités de démantèlement. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de démanteler, ça prend plus de temps sur un chantier. Donc, on l'a évoqué, ça risque de coûter plus cher. Alors que de faire appel pour certaines parties uniquement des matériaux qui seraient par exemple assez simples et pas du tout, qui ne nécessitent pas de grosses infrastructures pour les démanteler. Je ne pense pas à des prises électriques, récupérer des tuyaux, faire des lavabos, etc. Peut-être que des associations pourraient se... Ça a coupé un tout petit peu me concernant. Ouais. Mais Isabelle, on ne t'entendait plus. En tout cas, pour reprendre, hein, en attendant qu'elle soit reconnectée, ce qu'a dit Isabelle est très intéressant. Hein, c'est de mesurer, bien sûr, le surcoût notamment des constructions en amont, de repérer les structures, on en a parlé tout à l'heure, hein, dans les filières. Donc ça sera vraiment un enjeu fort. Après, ce qu'il va falloir aussi faire, c'est, moi, ce que je vous conseille, Isabelle, c'est assez tôt d'imaginer avec les structures et les filières qui vont intervenir, quels seraient aussi les débouchés pour ces ressources. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait dans beaucoup de territoires, c'est de bien déconstruire, bien défaire. Mais la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui sur cette filière du réemploi des matériaux, c'est les débouchés. C'est-à-dire qu'on peut tout démonter proprement, mais si au final on n'a pas de... Donc c'est vrai qu'assez tôt, on nous précise que les débouchés sont à l'étude. Voilà, c'est ça. Je pense que ce qui est important, c'est d'imaginer pourquoi pas une boucle, si vous avez le luxe, Isabelle, d'avoir 2 chantiers, un de déconstruction, un de rénovation ou de construction. Ça pourrait être intéressant de tenter une boucle circulaire entre 2 chantiers pour venir flécher des ressources qui pourraient être utilisées sur un autre chantier et créer comme ça cette boucle. Parce que c'est vrai que c'est la grosse difficulté aujourd'hui du modèle économique des matériothèques, des ressources, des ressourceries, etc. C'est qu'elles ont du mal aujourd'hui. Et l'ennemi de ce dispositif, c'est le stockage. Et le foncier, bon, après, vous êtes on n'est pas tout à fait dans le même territoire en termes de foncier, mais partout, le foncier, c'est compliqué. Et il faut trouver du foncier, il faut stocker longtemps, et ça a un coût. Donc, on travaille avec d'autres territoires sur du déjà vendu. C'est-à-dire, je dépose proprement tout ce que j'ai déjà vendu quelque part. Mais bon, je pourrais en parler après directement avec Isabelle, si elle le souhaite un jour, il n'y a pas de souci, lui dire notre petite expérience. Hein, on a 4 chantiers expérimentaux là-dessus qui ont déjà commencé. Je me demandais si Isabelle aussi, elle faisait pas un petit peu un appel à des collectivités qui auraient des chantiers qui pourraient s'inscrire dans ce cadre-là. Mais elle nous le redira. Ouais. Après, dans le même esprit que le BTP, je vais pas vous faire en 5 minutes les denrées alimentaires, mais vous dire que c'est la même chose pour des denrées alimentaires. Quand on va en restauration collective, il y a une nouvelle loi qui est arrivée, qui est la loi Egalim. Donc, cette loi Egalim, elle prévoit des produits de qualité, 50% de produits de qualité, dont 20% de bio. Je vous fais en synthèse, hein, vous aurez le support. Elle prévoit d'informer les convives sur la qualité des menus. Elle prévoit de diversifier les protéines avec au moins un menu végétarien par semaine. Ça, c'est déjà en réglementation, hein, tout ça.
pour les produits de qualité, c'est à échéance 2022, mais vous avez une synthèse. Je vais direct à la synthèse, elle est là. Vous avez diversification des protéines depuis novembre, interdiction relative à certains plastiques et informer les convives depuis janvier. Octobre, mettre en place la lutte contre le gaspillage alimentaire. Janvier 2022, le pourcentage 50%, dont 20% sur les produits de qualité. Donc, on voit qu'il y a des évolutions réglementaires et vous aurez en support l'expérience de la ville de Toulouse, ce qui a été conduit sur Toulouse même, là, une grosse commune, tout ce qui a été fait, notamment pour plus de produits locaux, comment faire. On ne peut pas faire de localisme en marché public, je le rappelle, mais par contre, on peut sourcer, allotir et choisir. À travers ces 3 outils-là, on a réussi à développer beaucoup de produits locaux. On arrive à quand même des résultats intéressants en amont de la loi Egalim, avec 45% déjà de produits sous SIQO. La moyenne en France est plutôt de 6%. Donc là, on a utilisé d'autres outils, le sourcing des fournisseurs, un bon allotissement, la recherche de labels, des critères d'attribution directement liés pour viser certains producteurs et des conditions de suivi. Je vous ai fait un petit zoom sur le sourcing. Il y a un guide super intéressant, le guide du sourcing opérationnel pour enquêter auprès des fournisseurs. L'allotissement qui consiste à diviser votre marché, fractionner votre besoin. Les labels, je vous invite à aller aussi sur le site de l'ADEME pour comprendre un peu les labels les plus voilà, que vous pouvez suivre. J'ai mis quelques labels quand même importants hors alimentaire. Le jugement, critères d'attribution, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et des ressources aussi en Restoco, sur quel type de liens et de ressources vous pouvez aller voir sur Internet. Est-ce que vous pouvez trouver des exemples aussi de cahiers des charges, de sensibilisation d'élus, etc. Plein de liens sur le BTP. Donc, on voit à travers ces 2 exemples qu'on a tout un tas d'outils pour l'achat public responsable. Patrick, on a une question de Anne Savignon. Est-ce que tu as mis en place ou vu des exemples de bourses ou choses de genre, de bourses aux matériaux entre particuliers, collectivités, entre ceux qui déconstruisent et ceux qui veulent rénover? Alors, en ce moment, ça, c'est plus ce que j'en ai vu, ça pullule. Il y en a plein. Il y a plein aujourd'hui en ce moment de bourses, de plateformes, des équivalents du Bon Coin. Il y a aussi des choses qui sont développées, par exemple sur Nantes, ils ont développé quelque chose entre artisans, des artisans qui se passent des ressources, des surplus, des surquantités. On trouve également comme des grandes brocantes à La Réunion. Il y a eu aussi une grande brocante organisée de matériaux de ressources du territoire. Il existe de nombreuses plateformes aujourd'hui. Alors, elles ont un peu de mal à trouver leur modèle économique à exister. C'est pas facile encore. Mais il y a beaucoup de plateformes privées en émergence. Pour l'instant, il n'y a pas une grande plateforme publique qu'on pourrait imaginer. Pour l'instant, il y a plein de plateformes privées. Il y a une plateforme aussi sur la gestion des terres aussi. Parce que les terres, c'est un vrai sujet. La gestion des terres, c'est-à-dire les terres qui sont excavées, notamment. Donc, il y a aussi une ESUS, par exemple. Et après, on trouve des filiales de Suez, on trouve Recyclup. Enfin, il y a énormément. Je ne veux pas faire la promotion d'une bourse ou d'une autre, mais on trouve beaucoup de bourses, de plateformes qui ont du mal pour l'instant à vivre. Donc, c'est le démarrage. On trouve aussi des plateformes physiques. À Lyon, on trouve à Nantes, on trouve partout, enfin pratiquement partout, on trouve des plateformes physiques dans les grandes métropoles notamment, où les particuliers peuvent aller chercher des matériaux. Donc tout ça est en train de se construire, de naître. Les modèles économiques ne sont pas encore complètement validés. Mais en effet, oui, il y a beaucoup d'exemples de bourses. Voilà. Alors même si nous, on travaille plutôt sur le déjà vendu et d'éviter le stockage au maximum, ça, c'est pas possible. Il y aura toujours du stockage un peu tampon. Mais le stockage type magasin, j'ai un peu de mal encore à croire au modèle économique pour le moment. Compte tenu du foncier, compte tenu des coûts du stockage, compte tenu de la diversité de matériaux, c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, on est plutôt partisan de travailler sur une gestion des projets en fait, et d'articuler les projets entre eux, notamment les marchés publics, pour essayer de créer des liens et des passerelles directes entre chantiers et minimiser le stockage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? J'essaie de respecter le temps en vous présentant aussi l'alimentaire. S'il y a des questions aussi sur l'alimentaire ou des remarques, même si je l'ai présenté très vite fait, vous aurez le support.
Oui, parce que tu aurais pu balayer quel autre sujet en plus de l'alimentaire et du BTP? Ce que je vous dis en fin de ce qui est important pour moi pour repenser son achat, ce que je disais tout à l'heure, et contribuer au développement de votre belle région, c'est peut-être d'entrée de jeu de constituer une vraie équipe projet autour de l'achat. Si vous voulez acheter plus intelligemment, plus responsablement des produits de nettoyage, comme n'importe quel produit, l'idée, ça va être de constituer une équipe avec les prescripteurs, les services techniques, les acheteurs, les utilisateurs, constituer une équipe et ouvrir un dialogue et se mettre en mode projet. Et éviter, je l'ai mis en rouge là, le risque, la peste, le Covid, si je peux être d'actualité, sur les marchés publics, c'est de relancer à l'identique les projets d'achat. C'est-à-dire, vous avez un projet, vous achetez déjà des photocopieurs, des feuilles, je ne sais pas, n'importe quel achat. On n'a pas toujours le temps de repenser son achat et des fois, on a pressé, on relance à l'identique son achat. Et ça, c'est vraiment le grand mal des marchés publics et du développement durable. La réglementation évolue, les acteurs économiques bougent et c'est l'occasion de réfléchir à chaque fois son projet. Donc, constituer une équipe, définir une stratégie en disant voilà ce qu'on vise, voilà nos objectifs premiers, nos objectifs secondaires. On aimerait aller sur ça sur l'environnement, sur ça sur le social, sur ça sur l'économique, pour intégrer progressivement des enjeux de durabilité de votre achat. Bien regarder tout ce que je vous ai présenté, tous ces outils qui sont à votre disposition, de la définition du besoin, mutualiser peut-être avec d'autres acheteurs, pourquoi pas se grouper pour acheter, fixer des labels, définir des critères de jugement. Vous avez vu, il y a une panoplie d'outils, donc essayez de réfléchir aux outils adaptés à vos objectifs et continuer durant le marché à progresser pour que la fois d'après, le marché soit encore plus optimisé. Tout ça, ces quatre actions, se mettre en équipe projet, définir la stratégie avec des objectifs, regarder les outils de la commande publique comme un terrain de jeu finalement et continuer à progresser durant l'exécution du contrat du marché. Pour moi, ce sont les quatre leviers pour demain changer la nature des achats d'un territoire progressivement. Il y a Blandine qui nous fait une remarque intéressante, qui nous dit que le département a mis en place Agri-Local, ouais, beaucoup de départements l'ont fait, pour la commande publique locale des restaurants collectifs. Donc Agri-Local, peut-être Blandine, tu peux en dire un mot, hein, je connais la plateforme Agri-Local, tu peux en parler peut-être pour les autres? Oui, c'est une plateforme qui met en relation finalement les producteurs locaux et les acheteurs publics en ce qui concerne le département, là, c'était d'abord surtout pour les collèges et qui donc permet de respecter les clauses des marchés publics tout en demandant de la commande et des produits locaux. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est de promouvoir Agri-Local sur les établissements médico-sociaux et pourquoi pas les établissements hospitaliers aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, Blandine, dans ce que tu dis là, hein, dans ce que je présentais, c'est que Agri-Local, ça répond aussi à un enjeu que j'ai mis tout à l'heure, c'est de grouper, qu'ils puissent se grouper aussi. Aujourd'hui, vous faites un marché public. Vous dites, je veux des fruits. Je ne sais pas, moi, la personne qui produit chez vous, l'arboriculteur qui fait des pommes, il ne peut pas répondre à un lot fruit. Faites un lot pomme, il peut répondre. Vous passez par une plateforme comme Agri-Local. Agri-Local pourra se charger, selon les fonctions qui sont données ici dans la Nièvre, hein, mais c'est ce qui est fait en général sur beaucoup de départements, d'être en capacité de répondre et de faire se grouper les fournisseurs pour offrir une réponse groupée. Si vous avez un petit marché, vous ne pouvez pas faire un lot pomme, un lot poire, vous ne pouvez pas faire 300 lots non plus différents. Donc des fois, il y aura peut-être un lot fruit parce que les volumes ne sont pas très importants. Et du coup, l'idée, c'est que les petits producteurs puissent se grouper et répondre ensemble dans l'atteinte aussi de ces objectifs EGalim et puissent proposer des solutions avec des produits de qualité, avec des produits bio, avec des produits locaux, dans des circuits de proximité. Et c'est vrai que souvent on entend dire oui, circuit local, circuit de proximité, circuit court, ça n'a rien à voir. Hein. Je vous ai en tête parce que souvent j'entends ça à la télé, partout. Les circuits courts, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. Si j'achète directement à un producteur de bananes en Côte d'Ivoire des bananes, en circuit court. Un circuit de proximité, c'est des gens qui sont dans un rayon d'action plus proche, 50 km, 200 km, il y a plusieurs définitions, mais ils sont en proximité. Hein. Voilà, donc bien différencier circuit court et circuit de proximité. Et donc là, on est bien sur des circuits de proximité et la possibilité de se regrouper, notamment entre fournisseurs, et de repérer, d'identifier ces fournisseurs aussi. Ça fait un annuaire, une base de données pour les repérer.
Voilà, donc je suis sur les deux sujets que je maîtrise bien, le BTP et l'alimentaire, mais après, ça va être vrai. On a travaillé sur d'autres sujets achats. Cette méthodologie va être peut-être, on est en train de faire basculer, par exemple, des établissements, des crèches notamment, dans un nettoyage qui était chimique à un nettoyage à la vapeur. Donc, c'est un travail qui est conduit sur les nettoyeurs vapeur, etc., sur le coût global, justement, sur l'investissement, sur la qualité, sur la désinfection. Donc, voilà, dans le nettoyage, il y a beaucoup de choses aussi qui sont à faire. Dans énormément de familles d'achat, en espace vert, c'est la même chose. On a travaillé sur de la tonte animale, il n'y a pas longtemps. Là. Donc, c'est des moutons qui vont venir tondre dans un grand parc, alors qu'avant, on avait des tondeuses. On a travaillé avec des bergers qui sont regroupés pour faire de la tonte animale. Vous voyez, donc, repenser l'achat, c'est ça aussi. On dit, ouais, je voudrais que ce soit le moins nocif possible, la tonte de tel espace vert. Mais j'ai dit, mettez des moutons. Donc, c'est une caricature, hein, mais c'est pour dire qu'il faut repenser à chaque fois son achat et qu'il y a peut-être des solutions alternatives à trouver. Je parlais des nettoyeurs vapeur. Voilà, il y a, sur tous les sujets, il faut sourcer, se renseigner, comparer, appeler des collectivités, voir comment ça fonctionne ailleurs. Donc, ça prend du temps. Mais c'est intéressant. Alors, une question de Catherine qui demande s'il y a un ou des départements exemplaires. J'ai hâte d'avoir ta réponse. Des départements au sens territoire ou au sens entité juridique, collectivité? Peut-être les deux. Oui, au sens entité départementale, mais qui déploie à l'intérieur de ses services comme à l'extérieur via les marchés et autres actions qu'il peut mener, qui est un peu pionnier ou qui porte vraiment cette volonté de développer l'aspect environnemental. Voilà. Comment dire? Ce serait bien si ça existait. Moi, je pose la question. Ouais. Après, bon, les compétences des départements peuvent regrouper peuvent avoir des segments d'achat qui regroupent des compétences d'autres types de collectivités. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un département, je dirais, comme source d'inspiration et d'exemplarité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça veut dire que voilà, si vous achetez du transport, il y a plein d'autres gens qui achètent du transport. Si vous achetez un collège, construire un collège, c'est pareil que construire un lycée. Enfin, je veux dire, l'analyse du besoin est à peu près la même. Donc aujourd'hui, je ne saurais pas, j'ai pas moi de repères. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les collectivités territoriales infra, donc les intercos, qui ont des démarches. Là, on a beaucoup entendu parler de Grenoble, mais sur toutes les régions, on a des territoires qui sont porteurs et innovants sur plutôt infra. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les métropoles, et c'est pas faux. Bon, il y a aussi les moyens, ingénierie, etc. Mais pas que. Hein. Là, vous avez des petites communes aussi qui sont très vertueuses par endroits. Après, je pense que c'est difficile de dire des communes exemplaires sur toute la démarche. Peut-être faudrait s'appuyer sur des communes qui ont mis en place des schémas achats responsables sur leur territoire, donc des SPASER ou des politiques achats, des chartes commandes publiques responsables et qui l'ont mis sur toute leur famille achat. Et on va avoir des conseils départementaux qui vont être, je sais pas, très en avance sur, par exemple, les perturbateurs endocriniens. Pas de perturbateurs endocriniens, une charte de… en fait, ma question, c'était, parce que c'est très, très transversal si on veut aller au bout du bout. Hein. Et donc, en étant un peu utopiste et optimiste, on pourrait retrouver ça dans les marchés publics, on pourrait retrouver ça au niveau du garage et des véhicules, au niveau de la vie des agents de tous les jours, que ce soit la machine à café. Et un département est quand même une collectivité relativement importante en termes de couverture géographique, mais dans ses activités aussi, et le nombre d'agents et tout ça. Donc, est-ce que cet aspect transversal, est-ce qu'il y a un département qui a réussi, qui a bien réussi ou qui est dans cette démarche-là? Patrick, il faut que tu remettes ton micro. Ouais, je pense qu'on est vraiment dans un… Comment dire ? On est dans un lieu d'innovation quand même, sur plein de choses. Et aujourd'hui, pour être transparent, pour moi, à mon sens, ce sont les collectivités territoriales infra, des intercos, qui sont plutôt exemplaires, certaines, sur des sujets en particulier. Après, même citer une intercommunalité qui serait bon sur tout leur segment d'achat, etc., j'aurais des difficultés à en trouver ou à être un peu chauvin. Sinon, mais non, mais c'est très difficile de trouver
C'est vrai que c'est un terrain d'innovation et c'est vrai que les échelles départementales ou supra, même l'État, les marchés de l'État comportent assez peu de clauses sociales aujourd'hui et de clauses environnementales, les marchés de l'État. Donc il y a un gros travail aussi à faire et c'est le rapport du CESE, c'est pas moi qui en fait le jugement. Le rapport 2018 du CESE, vous êtes à le lire, on voit par typologie de structure, on ne peut pas dire que ce soit les gros faiseurs en termes de territoire qui soient les plus avant-gardistes et innovants. Voilà ce que je peux dire. Mais après sur des thématiques particulières, on va avoir un conseil départemental, par exemple chez nous, en Haute-Garonne, qui conduit une avance de trésorerie systématique dans tous les marchés publics, par exemple. Mais ils vont être bons sur ça. Après, vous allez avoir un département qui va mettre quelque chose en place sur le transport et la mobilité. En Gironde, je crois que c'est la Conservation de Gironde. Donc, en fait, chaque conseil départemental va avoir des actions. Après, dire quelqu'un qui est exemplaire sur tout le volet, ce n'est pas évident aujourd'hui. Ça dépendra du sujet, en fait. Il faudra benchmarker en fonction du sujet. Peut-être demain, ce sera le CD 58. Je ne veux pas me substituer à Blantique Delaporte, conseillère départementale qui en charge la politique, mais il y a quand même une volonté du département à défendre une stratégie de lutte contre le changement climatique qui se met en place. Mais ce qui sera intéressant, c'est un peu comme il y a eu à une époque, il y a 10 ans, les agendas 21, etc. Ce sera de repartir sur peut-être une validation de la stratégie achat responsable d'un territoire. Il y a des SPASER qui ont été signés par les grosses collectivités qui dépensent plus de 100 millions d'euros d'achat par an, c'est-à-dire un schéma des achats responsables. Et cette déclinaison d'un schéma d'achat responsable avec une validation politique délibérée, avec systématiquement des commissions peut-être en amont, stratégie achat, développement durable. Enfin, il y a des outils, nous on travaille avec différentes communes et on met en place des outils pour avoir une politique globale achat responsable. Et je pense que c'est ça qu'il faut viser. Mais c'est un gros travail, marché par marché après. Merci, en tout cas pour toutes les remarques. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques, on empiète un petit peu sur le temps imparti, mais je suis encore disponible un petit peu jusqu'à 15h30 pour ma part. Mais s'il y a des questions, des remarques ou des suggestions, j'espère que ça aura permis d'avoir un petit zoom global. Voilà, l'idée c'était dans le temps imparti d'avoir une petite photographie. Non, puis on se rend compte qu'il y a plein d'exemples, plein d'expériences à travers la France et on peut aller chercher un petit peu partout des modèles ou des idées sur lesquelles s'appuyer. Moi, je vous conseille d'ailleurs à ce sujet, quand vous avez des questions et tout, d'aller voir aussi, j'insiste sur ce site-là, mais c'est quand même la référence, c'est sur le site de l'ADEME. Vous avez pas mal de témoignages, d'expériences, de bonnes pratiques. Vous avez un moteur de recherche par thématique. Donc voilà, après, il n'y a pas tout à jour, certaines expériences sont peut-être plus anciennes, mais en tout cas, vous pouvez repérer des collectivités, là, les appeler, leur dire voilà, j'ai repéré votre fiche action, fiche expérience, ça a donné quoi finalement, qu'est-ce que ça a produit, qu'est-ce que vous avez fait depuis, voilà, et il y a des fiches tout à fait actualisées sur des sujets, et ça, c'est quand même une mine d'or que le site de l'ADEME qui traite des achats, mais pas uniquement des achats. Donc, ça va connecter la politique de la ville, par exemple, parfois, la politique de gestion des déchets, la politique de mobilité. En fait, c'est interconnecté, cette politique achat responsable, elle est interconnectée aux autres politiques publiques. Et bien sûr, en premier lieu, là aujourd'hui, la transition écologique en fait partie. Et ce que je retiens aussi, Patrick, c'est autant sur les clauses sociales, on peut avoir un peu un dispositif type guichet unique comme celui que la Fabrique Emploi et Territoire porte, mais ce n'est pas possible sur les clauses environnementales parce qu'on est sur des technicités très, très différentes et ce n'est pas quelque chose qui est envisageable de la même façon. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas autant avancé, notamment sur le suivi d'exécution. Comme il était dit tout à l'heure, on peut faire plein de choses, mais sur le suivi d'exécution, la clause sociale, elle est exemplaire. Parce que la clause sociale, elle suit, elle vérifie, elle contrôle, elle accompagne. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir le dispositif pour toutes les clauses environnementales qui sont intégrées. Parce qu'on peut mettre des clauses environnementales et dire que 100% de nos marchés ont des clauses environnementales. Mais qu'est-ce qui s'y trouve réellement? Quelle réflexion a été conduite? Je crois qu'avoir une politique d'achat responsable, ça va bien au-delà. Ça peut être de décider de ne pas reconstruire une nouvelle piscine et plutôt de faire… c'est aussi des arbitrages qui vont encore plus loin, je dirais, dans l'analyse des besoins. À intégrer les clauses sociales qui sont un modèle, à mon sens,
ISO un peu de suivi d'exécution. D'accord. Après, c'est vrai que j'ai entendu parler, quelqu'un a mis dans le chat, je crois que c'est Blandine, le CEREMA aussi, qui est un expert public, qui est référencé aussi. Alors, ils ont des thématiques, quoi, l'expertise territoriale, le transport, tout ce qui est les risques environnementaux, la mer aussi, je crois, ils travaillent sur le sujet maritime. Donc, ils ont des sujets précis sur lesquels aussi ils sont très compétents. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, bonjour, Christelle Leblanc, je suis directrice de l'administration générale et des achats au département. Alors j'avais coupé ma vidéo parce que la connexion n'était pas forcément très bonne, je la remets, voilà. Juste peut-être 2-3 éléments complémentaires. Le département effectivement a travaillé depuis quelques années une stratégie achat départementale qu'il convient de perfectionner, mais dans le contenu, parce que l'idée c'est d'en faire aujourd'hui une véritable politique achat départementale, à la fois portée par la direction générale et les élus. Et l'idée de cette politique achat départementale, c'est bien évidemment d'y intégrer un volet environnemental et social pour en faire une politique achat, ou avoir un volet achat durable, bien évidemment. La difficulté en fait que l'on peut rencontrer par rapport au territoire, c'est déjà forcément l'offre du territoire pour répondre aux besoins de la collectivité. Identifier les coûts que cela peut générer, parce que forcément ça va amener à des arbitrages politiques sur le sujet, parce qu'on est dans un contexte forcément budgétaire qui n'est pas évident, et au-delà des pratiques, on va dire, ou des bonnes actions ou bonnes pratiques qui permettent de prendre en compte un certain nombre de mesures sans que ça génère de coûts supplémentaires à la collectivité, ça c'est évident, mais au-delà de ça, il y a un certain nombre d'actions, ce que disait Anne Savignon au tout début, en fait, qui vont générer pour certaines actions des surcoûts, et ça, il faut pouvoir les identifier et les faire supporter financièrement. Et puis, il y a aussi, au-delà de ça, la maturité des acheteurs, qui permet de re-questionner systématiquement le besoin sans pour autant dénaturer l'objectif, mais en tous les cas, de façon à pouvoir avancer sur le sujet. Et le dernier point, parce que c'est quelque chose qu'on a plutôt travaillé au département, notamment par rapport aux clauses sociales, et ça, on a eu un gros travail qui est encore en cours d'approfondissement avec la fabrique. Il est évident que bénéficier en fait d'un intermédiaire supplémentaire pour évaluer, accompagner la collectivité, enfin les acheteurs au sens le plus large possible, et évaluer l'exécution et le bénéfice des clauses, quelle qu'en soit la forme ou la nature, est facilitant pour les acheteurs. Ce qu'on n'a pas forcément sur du coup les clauses environnementales, ou alors la seule chose est le retour d'expérience qu'on peut avoir sur le sujet. Voilà. Merci pour. On voit que ça y est, c'est déjà lancé tout ça. Tout ça est déjà bien avancé et bien lancé. Il y avait une remarque aussi de Rémi sur le Pas-de-Calais qui a fait un schéma d'achat responsable. Et du coup, Madame Leblanc, vous comptez aussi aller sur un schéma, ou c'est une délibération, ou c'est une charte? Comment ça se formalise du coup en termes est-ce qu'il y a un document qui centralise cette politique publique conduite, des actions opérationnelles derrière? Alors en fait, la stratégie départementale, elle en est qu'aux prémices. Elle a été travaillée en 2017 suite à une réorganisation des services. Elle trouve sa concrétisation dans une seconde phase organisationnelle avec la mise en place d'un service achat au sein d'une direction identifiée. Et donc, on va être sur la deuxième phase en fait, de concrétisation de cette politique qui va être d'afficher clairement avec les élus et notamment le vice-président en charge de la commande publique, en fait, de trouver une concrétisation réelle
avec une délibération. Mais il y a un gros travail à mener pour formaliser tout ça. Et puis, ceci dit, depuis 2018, on va dire, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place dans la collectivité, au sein des services, avec un re-questionnement. Déjà, il y a une programmation au sens de la définition des besoins validés chaque année. Et du coup, on identifie petit à petit, au fur et à mesure des exercices budgétaires, les marchés sur lesquels, ou les procédures sur lesquelles on peut avoir un volet social ou environnemental. D'ailleurs, sur la définition des besoins en cours et la prochaine, on a un gros travail qui est en cours de réalisation avec la Fabrique sur le volet social. Sur le volet environnemental, il y a effectivement la stratégie d'adaptation au changement climatique qui là va impacter très fortement tous les secteurs de la collectivité et qui sera transcrite forcément dans cette définition de nos besoins en termes d'achat, bien évidemment. Donc ça, c'est une évidence. Et puis après, sur le volet social, voilà, on va aller un peu plus loin, puisque l'on va, avec une revue de marché, identifier en fait les procédures envisagées dans la collectivité, tous secteurs confondus, qui pourraient potentiellement bénéficier ou intégrer un volet social, alors que ce soit une clause d'exécution, que ce soit le recours à des prestataires issus du secteur, et en essayant d'innover sur le sujet. Je parle du marché, par exemple, d'entretien ménager des locaux, où en fait, on s'est rendu compte que la clause d'exécution sociale, avec la reprise des personnels liés, sur une obligation en fait légale, au regard du métier, du secteur d'activité, en fait, avait peu d'impact. Donc, on va essayer de mettre en place un temps de formation obligatoire dans les cahiers des charges. Ce sera donc une prescription du cahier des charges, mais qui devra être valorisé en temps de formation et donc en temps d'insertion, ce qui nous permettra clairement d'identifier un potentiel minimal d'heures d'insertion au travers de ce marché spécifique d'entretien ménager. Voilà. Mais l'idée, c'est bien évidemment d'aller plus loin, de mettre en place dans la collectivité, alors je dirais à moyen et plus long terme, une culture achat. Voilà, c'est la stratégie telle qu'elle a été présentée, validée à la fois par l'institution et notre président. Maintenant, il faut, je dirais, aller un peu plus loin et concrétiser tout ça sur la mise en place d'une véritable politique achat départementale. Oui, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Moi, on accompagne des grosses collectivités sur la stratégie, sur ça. Il y a tellement de sujets en plus dans les achats. C'est vrai que c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de sujets qui s'entrecroisent. Des objectifs qui peuvent se contredire aussi. Tout à l'heure, je parlais de la loi Egalim sur les denrées alimentaires. Si on décide d'acheter que des produits qui ont des fois qui sont de qualité ou bio, on peut acheter parfois moins de local, bizarrement. Donc, il y a des objectifs qui peuvent être contradictoires. On va vers des enjeux sanitaires ou des enjeux de développement économique ou des enjeux environnementaux. Donc, les enjeux ne se regroupent pas toujours en plus. Donc, il y a des orientations pour chaque achat à donner. Donc, seulement une stratégie globale que vous êtes en train de décliner, et une culture achat, et ça, c'est important. Culture d'achat, c'est-à-dire une culture projet autour de ça, des équipes projets qui constituent un travail préliminaire. Et comme ça prend beaucoup de temps pour chaque achat, ce qui est intéressant aussi, c'est de fixer dans la programmation des priorités. Pendant cette année, on va refaire celui-là. Dans 4 ans, tant pis, celui-ci, on n'a pas le temps de le retravailler. Dans 4 ans, on le fera mieux. Et c'est de se fixer des stratégies de priorisation en lien avec les autres politiques publiques, énergétiques, et toutes les politiques publiques qui sont les autres stratégies qui sont conduites. Et toujours aller plus loin. Vous parliez de la formation sur les marchés où il y a de la reprise de personnel selon la convention collective. Voilà. Être aussi pour demander qu'il y ait des tuteurs. On peut imaginer beaucoup de choses et il faudra à chaque fois, ça prend du temps, de la réflexion, mobiliser les partenaires aussi, les fédérations professionnelles, les acteurs, les opérateurs économiques. Il y a toujours l'acceptabilité aussi de ce qu'on conduit, vérifier que ce soit bien accepté par les opérateurs économiques et les acteurs aussi, qu'ils soient suffisamment matures pour s'y mettre, que ce ne soit pas trop tard et qu'ils soient déjà mis quand on n'apporte rien finalement. Donc, c'est toujours très délicat aussi d'amener des pratiques vertueuses.
Merci beaucoup, Patrick. Je sais que tu es intarissable sur le sujet. Après, j'ai à 15h30, j'anime notre webinaire. Alors, ouais, je ne peux pas non plus déborder beaucoup plus. J'avais une petite demi-heure pour respirer entre les deux, mais du coup, là, je pars direct après à 15h30. Ouais, j'anime autre chose. Mais c'était un plaisir, en tout cas, pour moi. J'espère que les autres qu'on n'a pas entendus, Laurence, Nathalie, je ne sais pas, Vanessa, Isabelle, tout ça, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et que, voilà, que ça aura permis d'avoir un premier niveau d'information sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Patrick. Et tu sais que tu es toujours le bienvenu dans la Nièvre. Merci. Écoute. Je vous propose qu'on mette fin à cette rencontre en espérant qu'elle vous aura apporté des questions, réflexions et des informations intéressantes. Et donc, au plaisir de se retrouver. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Patrick. Oui, je reste 2 minutes, j'ai encore 4 minutes. Bon, j'espère, Manuel, que ça a répondu à ton objectif. Ouais, c'était très bien, très intéressant. Écoute, je te laisse repartir sur ton autre webinaire et puis je t'appelle plus tard dans la soirée ou la semaine prochaine. Pas de souci, ça marche. À bientôt. Très bien, à bientôt, merci. Au revoir, à bientôt. Bon courage. Ouais, merci.